Tome final de l'éveil psychique, le tome 9, Paria. La galaxie brûle et l'humanité brûle avec elle. L'espèce humaine n'est plus qu'un cri incessant d'agonie et de terreur. Tout autour de moi, je ne vois que des bouches hurlantes et des yeux fixes qui s'écoulent en un océan furieux dont les vagues s'écrasent implacablement contre mon esprit. Le bruit est insupportable, vous comprenez ? Constant, implacable, révoltant. Aurais-je été une femme de foi moindre que j'aurais préféré mettre fin à mes jours plutôt que de subir une autre minute ce vacarme ? Aurais-je été moins déterminée à servir mon empereur que j'aurais succombé à la folie ? Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. À la place, j'ai continué à servir. Et pourtant, chaque jour, la cacophonie est plus forte, plus désespérée, plus terrible. Je ne dis pas ça pour susciter l'apitoiement. La pitié n'a pas cours au domaine de l'empereur. Je ne cherche pas plus à me plaindre de mon sort. L'ingratitude est le germe de l'hérésie. Non, je vous dis cela afin que vous compreniez réellement ces mots. Le silence est pire que les cris. Il est tel un voile suffocant sur mon visage, pendant qu'on m'inhumerait vivante. Il est tel l'eau qui monte d'un lac glacial, qui engourdit autant qu'elle tue. Il est une absence, un vide, des ténèbres plus grandes que le gouffre entre les étoiles. Ce silence est pire que la mort. Là où il étouffe les hurlements des damnés et des mourants, il ne laisse qu'un abîme qui semble béer à mes pieds, comme une tombe affamée. Je ne crains pas les cris assourdissants d'une galaxie devenue folle. Non, je crains le silence sépulcral qui plane là où l'on n'entend plus ses cris. Je crains ce qui nous guette dans ce calme inerte et retentissant. Je crains qu'il s'agisse là de notre ruine. Lorsque la Grande Faille s'ouvrit, son avènement fut annoncé par l'anarchie et des soulèvements dans toute la galaxie. Toutefois, l'humanité ne fut pas la seule espèce affectée. Les Wag orques se succédèrent à mesure que les peaux vertes étaient englouties par les tempêtes warp et que leurs psycheurs étaient tourmentés par des visions de déités vociférantes et de conquêtes. Les Eldari cherchèrent à dompter les reflux empyréens et à combattre les engences du warp qui se jetaient sur leur peuple déjà isolé par les catastrophes. Des empires xénos s'élevèrent et disparurent. Partout, les adorateurs des dieux sombres luttaient pour le pouvoir tandis que la réalité vacillait au bord de la dévastation. Alors que l'humanité répondit par la croisade Indomitus, l'Imperium n'était pas le seul à chercher à restaurer l'ordre. Au fin fond du secteur Néphilim, la race xéno des Nécrons tramait un plan aussi grandiose qu'impitoyable. Les flanques de la grande croisade Indomitus étaient d'immenses concentrations de puissance militaire, chacune munie de son itinéraire et divisée en groupes de combat destinés à étendre son rayon d'action. Le groupe de combat Khalides était l'un des plus vastes. Mais il ne s'agissait pas d'une manifestation de vanité de la part de Guilliman. La mission globale de la flotte Primus n'était rien de moins que le renfort et la stabilisation complète de l'Imperium Sanctus. La quasi-totalité des groupes de combat de la flotte Primus fit face aux menaces déchaînées par la Grande Faille. Au sein de cette flotte, le groupe de combat Khalides fut choisi pour accomplir une mission assez singulière. Ils étaient chargés d'enquêter sur une région frappée par un silence absolu, dans le sous-secteur Néphilim. Lorsque les ténèbres de la Noctis Eternia refluèrent, les appels de détresse d'innombrables mondes impériaux retentirent dans le vide. Toutefois, dans le sous-secteur Néphilim, il ne provint rien qu'un silence assourdissant. Et il devint rapidement manifeste que l'absence même des cris paniqués ou de lamentations morbides était aussi inhabituelle que de mauvais augure. Quelle qu'en fût la cause, Guilliman devait savoir pourquoi. Le groupe était dirigé par le maître de groupe, Maran, un vieil amiral de la marine impériale, aussi intraitable que ruste, que l'on nommait affectueusement le Grox. Cette force était constituée de nombreux héros de l'Imperium, dont des seigneurs des Ultramarines, des Black Templars et de la Death Watch, des nobles des maisons Terrine et Mortane, des princeps de la Legio Castigatum et le lord inquisiteur de l'Ordo Xenos, Kyria Draxus. Après de multiples épreuves, quand le groupe arriva enfin à la frontière du sous-secteur Néphilim, il fut surpris de constater que la majeure partie des flottes, qu'elles soient de l'Imperium ou des Xénos, tentaient absolument d'échapper à ce vide sans nom. Tout en détachant des forces opérationnelles pour restaurer la loi impériale dans les systèmes les plus affectés, le groupe de combat se rapprocha de la zone de silence surnaturelle que ses navigateurs et astropathes pouvaient à présent sentir.
Les plus optimistes ne s'étaient pas complètement trompés en prenant cette région pour un havre de paix, car les flots du Warp semblaient s'y être mués en mer d'huile, limpide. Toutefois, les relais et les stations spatiales muettes, abordées par des vaisseaux du groupe de combat Kalides, narraient une toute autre histoire. Redoublant de courage et de détermination, la force s'enfonça dans cette région de silence, et le cauchemar commença. Ce fut lorsque le groupe de combat Kalides combattait sur la sanglante route de la zone du silence qu'une improbable et pour le moins controversée championne rejoignit ses forces. Ephraël Stern, la 3 fois née, la démonifuge. Elle inspirait tout autant la dévotion que la crainte. Au fur et à mesure de ses combats, ses forces étaient exponentiellement puissantes. Et alors même que l'Inquisition la traitait de sorcière, les sœurs de bataille la reconnurent pour ce qu'elle était, une émanation de la volonté impériale, une arme inestimable pour lutter contre le chaos. Stern reconnut immédiatement l'entreprise Indomitus pour l'entreprise sainte qu'elle était, et chercha à l'appuyer par tous les moyens. Cependant, alors que le groupe de combat Kalides se rapprochait de la zone silencieuse, l'inquiétude de Stern grandissait. Kiganil n'était pas encore revenu avec ses alliés promis, et les visions du démonifuge se faisaient plus intenses chaque jour qui passait. Pour les forces impériales qui perçaient son voile de silence, la région qu'on viendrait à appeler le Nexus Paria apparaissait autant ineffable que trompeuse. Pourtant, aux yeux de ses architectes, les Nécrons, la matrice nodale contra-immatérienne, comme ils l'appelaient, était une œuvre d'ingénierie cosmique à nul autre pareil. Le Nexus était constitué d'une myriade de structures Nécrons flottant dans le vide, reliées à cette cage cyclopéenne par des faisceaux d'énergie aveuglantes. Un soleil y était prisonnier. Des réseaux d'immenses pylônes de sombres roches furent déployés en périphérie, selon des schémas incompréhensibles pour un esprit mortel. Ces structures remarquables avaient un seul but, prolonger l'énergie anti-empyréenne. Cette hyperstructure fut nommée Nexus Paria, et son fonctionnement dépassait l'entendement des plus fins des savants du technoclergé de l'Adeptus Mechanicus, mais ses effets, eux, étaient indéniables. C'est ainsi qu'en pénétrant le Nexus, le groupe de combat Kalides découvrit l'effroyable phénomène du suspens. Alors que la plupart de ses conseillers lui suggéraient la prudence, le maître du groupe Maran se fit direct, comme toujours. Il ordonna à ses navigateurs de braver les courants empyrés instables qui traversaient le voile. Au-delà des brumes warp, les vaisseaux impériaux voguèrent dans une région d'un calme sépulcral. Il était difficile pour les psycheurs de décrire ce qu'ils ressentaient. Pour certains, le warp était calme, tel une flaque. Pour d'autres, au contraire, il s'agitait, mais privé de toute interaction par une barrière indéfinissable. Plus la force s'avançait, plus les navigateurs, astropathes et psycheurs de combat se plaignaient d'une sensation d'asphyxie et de désorientation. Pire encore, ils avaient de plus en plus de mal à manifester leur pouvoir surnaturel. La panique se répandit dans les couloirs de certains vaisseaux impériaux quand leurs champs de géleurs éclatèrent comme des bulles de savon. Pourtant, aucun démon ne se jetait sur l'équipage. Certains crièrent au miracle, mais les autres s'observaient, un malaise mêlé d'effroi dans les regards. Alors que le groupe de combat s'approchait de mondes qui se devaient d'être densément peuplés, aucune voix ne se fit entendre, aucune représentation de l'Imperium. Il n'y avait là que d'étranges signaux énergétiques qui pulsaient de plusieurs mondes impériaux. Chacun était si puissant qu'on pouvait le détecter à des millions de kilomètres dans l'espace. Mais leur nature, et ce qu'ils auguraient, étaient indéchiffrables. Alors que le groupe n'avait toujours pas rencontré la moindre opposition, des scènes furent assez étranges. De nombreux soldats de l'Astra Militarum commencèrent à déserter. D'autres sombraient en quelques jours seulement dans la léthargie et le désespoir. Et alors que les exécutions des commissaires atteignirent des proportions épidémiques devant les désertions, le renoncement ou simplement l'apathie et les syncopes, les psycheurs étaient encore plus terriblement frappés. Beaucoup se suicidèrent ou fuirent, rendant dangereusement bas le niveau de navigateurs et d'astropathes au sein du groupe de combat. Le maître Maran ordonna qu'on assigne aux psycheurs survivants des gardes du corps, afin de non seulement les protéger d'eux-mêmes, mais aussi des autres. L'Adeptus Astartes, les héritiers des maisons de Night et les serviteurs de l'Omni-Messie n'étaient pas épargnés par ce qu'on appela rapidement le suspens. Certes, ils y résistaient mieux que certains, mais seul l'Adeptus Sororitas du groupe de combat semblait ménager. Au fur et à mesure, le malaise grandit, car il n'y avait que très peu de signes de combat. Pourtant, partout, c'était le même calme. C'était comme si des milliards de serviteurs de l'empereur s'étaient simplement évanouis en abandonnant tout derrière eux. Le Lord Inquisiteur Draxus nourrissait des soupçons sur l'origine de ces horreurs, mais encore lui fallait-il des preuves. Alors que la force impériale continuait ses investigations, elle ne se rendait pas compte qu'elle était observée. Telle une araignée au cœur de sa toile, l'Illuminor Xeras guettait avec fascination les humains se débattre contre l'influence de ce que les Nécrons appelaient leur matrice nodale contra-immatérienne. Pour l'heure, ils se contentaient d'observer, mais ils savaient que bientôt, l'heure viendrait d'attaquer.
Le mystère commença à s'estomper quand une force de frappe vanguard des Ultramarines posa le pied sur Mesmosh dans le système Zeidos. Ils y découvrirent un gigantesque pylône de sombres roches. La structure faisait plusieurs kilomètres de circonférence et son sommet était si haut qu'il perçait des nuages qui tourbillonnaient de manière surnaturelle pour effleurer la troposphère. Les Ultramarines n'eurent aucun mal à identifier l'origine Nécron des structures groupées à la base du pylône. Ainsi, les humains avaient découvert la source de leur souffrance et ils ne tarderaient pas à lui donner l'assaut. L'assaut sur le pylône de Mesmosh débuta piètrement. De lourdes défaillances des moteurs Warp ne permirent qu'aux 2/3 de la force d'arriver en orbite. Et là où le système de Zeidos était auparavant inerte, des formations d'astronefs Nécrons luisaient, fendant le vide pour s'opposer à l'attaque impériale. Au sol, l'Adeptus Astartes menait l'assaut. Les Ultramarines et les Black Templars étaient accompagnés des Kill Team Deathwatch. Ils furent vite rejoints par 6 régiments complets d'infanterie et de blindés de l'Astra Militarum, ainsi que par l'immense Titan Warlord, Deus Redemptor. Pendant ce temps, en orbite, le cuirassé de classe Apocalypse, le Triomphe, se fraya brutalement un chemin dans le vide hostile pour bombarder directement le pylône. Les cieux virèrent au blanc lorsque les batteries de lance et le canon Nova du Triomphe firent feu. L'édifice Xeno disparut sous un océan de feu et de carnage. Cependant, une fois la poussière retombée, le pylône se dressait toujours intact au milieu de la jungle calcinée, les structures à sa base protégées par leurs boucliers quantiques. Au sol, cela ne se passait pas beaucoup mieux, et les forces impériales étaient mises à rude épreuve. Même les boucliers Void Deus Redemptor s'effondrèrent, et le Titan vacilla sous les impacts percutants. Seule la rigidité martiale et la discipline infaillible des Space Marines empêchèrent que la défaite se changeât en débâcle. Le temps que les navettes puissent s'évacuer, les forces impériales avaient subi de graves pertes. Nul ne pouvait se voiler la face. L'assaut sur Mesmosh avait été une défaite humiliante que le groupe de combat Kalides ne pouvait se permettre de reproduire à nouveau. Combien de ces pylônes nos ennemis ont-ils érigés? Comment les faire tomber? Empereur, guidez-moi, car je marche dans le noir, et bien que ma foi demeure intacte, je crains de ne pas voir le chemin qui me conduira vers la lumière. Suite au désastre sur Mesmosh, le groupe de combat Kalides marqua le pas. Miné par l'influence de l'étrange nouvelle arme des Nécrons et tenu en échec par les armées d'androïdes Xenos, les forces impériales menaçaient de s'effondrer totalement. Quelles que soient les planètes, les armées impériales subirent de nouveaux revers face à des Nécrons toujours plus nombreux. Ce qui choqua néanmoins les stratèges impériaux furent qu'ils observèrent un grand nombre de dynasties différentes, tous alliés sous la même bannière. Les défaites s'enchaînèrent, mais le groupe de combat Kalides put confirmer la présence de pylônes de sombres roches sur chaque planète pour déduire que les Nécrons les utilisaient pour engendrer le mal qui frappait cette région de la galaxie. Les impériaux décidèrent de nommer cette région le Nexus du Paria, car les maux dont ils souffraient rappelaient étrangement ceux qu'ils pouvaient éprouver en présence des parias. Malheureusement, cette dénomination ne fit rien pour améliorer le moral des troupes, car ces êtres étaient craints par toute l'humanité, et les évoquer, en ces temps désespérés, ne fit qu'accroître l'effroi qui avait saisi les troupes. Voyant qu'il fallait réagir, Ephraël Stern demanda au maître du groupe, Maran, de mener elle-même une contre-attaque contre une zone de transit Nécron. Elle était certes bien défendue, mais en cas de victoire, le faux guerrier androïde se déversant dans les systèmes Shantai et Zeidos se tarirait d'un coup. Tout le monde au sein de la flotte était au courant des rapports qui faisaient état de la résistance incroyable de l'Adeptus Sororitas, là où même l'Adeptus Astartes avait reculé. Ainsi, Maran décida de faire confiance à Stern, la démonéfuge, et autorisa la plus grande offensive impériale depuis la débâcle de Mesmosh. Lorsque la force de frappe 7, confiée à Stern, eut atteint tant bien que mal sa destination, elle se trouvait loin de tout renfort éventuel. Il lui faudrait vaincre à tout prix. L'assaut se fit donc sur la planète de Chériste, qui était une planète glaciale. Et bien que les Nécrons n'en fussent guèrement affectés, la faible luminosité, le froid mortel, le blizzard charriant des cristaux de glace acérés et les imprévisibles geysers d'azote liquide en faisaient un théâtre d'opération fort périlleux pour les assaillants impériaux. Le complexe Nécron était une véritable ville dont les structures jaillissaient du permafrost au pied d'une gigantesque montagne. L'attaque impériale commença par un barrage féroce lorsque les cathédromes d'assaut firent pleuvoir un déluge de feu sur le complexe ennemi. Et plutôt que de viser les fortifications, qu'ils savaient protégées par des boucliers d'énergie, les impériaux pilonnèrent la montagne elle-même. Et cette stratégie s'avéra payante, car d'énormes flots de roches et de glace descendèrent sur la ville Nécron et en aplatirent la plupart des défenses. Les Nécrons ne tardirent pas à réagir, et des milliers de guerriers de machines de guerre Nécrons étincelants se déversèrent des nécropoles, tels des insectes surgissant d'une fourmilière piétinée. Stern, quant à elle, marchait à la tête d'une force de plus de 2000 sœurs de l'ordre de Notre-Dame de la Rose Sanglante. Elles bravaient la neige et le givre avec leurs brasero brandis fièrement et en chantant des hymnes de guerre à tue-tête. Malgré la présence du Nexus Paria,
La foi des sœurs de bataille galvanisait la force impériale, et chaque soldat savait qu'il pouvait compter sur la lumière de l'empereur pour les accompagner. Stern avait choisi cet endroit précis, car dans ses visions, elle a vu Kiganil et les Inari intervenir pour l'aider en cet instant crucial. Elle crut alors que sa vision se concrétisait lorsqu'elle perçut la lueur caractéristique d'un portail qui s'ouvrait. Mais, à sa plus grande horreur, elle se rendit compte qu'il s'agissait de renforts Necrons, et non d'infiltrateurs Eldari. Et alors que la bataille semblait perdue pour les impériaux, une effroyable explosion fit éclater un des artefacts de Xenos. De ce mini-soleil sortirent des séraphimes et des zéphyrim, qui émergèrent nimbés d'un halo d'énergie. Devant cette image de tant de bravoure, Stern sut qu'elle devait en faire autant. Nul n'était besoin d'extraterrestres pour l'emporter. Les serviteurs de l'empereur avaient la foi et la fureur avec eux, et ses armes seules leur apporteraient la victoire. La démonifuge déchaîna alors son pouvoir. Nimbée de feu et de foudre, portée par les ailes de l'Aquila, elle s'éleva dans les airs, cheveux et capes flottant autour d'elle, les yeux luisants d'un éclat aveuglant. Le Phaéron, qui observait la scène, resta perplexe, car il était persuadé que le champ atténuateur des cryptèques aurait dû bloquer ce genre de manifestation psychique. Hélas, il ne pouvait pas deviner qu'il s'agissait de l'expression d'une foi pure, et non d'une énergie vomi par le Warp, qui avait rendu ce miracle possible. Le Phaéron ordonna à ses légions de contre-attaquer, mais à sa grande surprise, ce furent les forces impériales qui s'élancèrent pour submerger ses premières lignes. C'est alors que le duel final entre Stern et le Phaéron prit place. Stern avait pour elle sa foi en l'empereur et le soutien des forces impériales. Le Phaéron, quant à lui, possédait des millions d'années d'études des sciences du combat. Malgré tout, il fut bientôt évident que des siècles d'études ne valaient rien comparé à la fureur de l'empereur. Et le corps richement ornementé du Phaéron se retrouvera bientôt réduit à l'état de débris fumants. Lorsque les dernières forces Necrons furent mises en déroute, une chose était certaine. La foi était une arme que l'Imperium pourrait utiliser pour contrer l'infâme appareil anthropique des Necrons. Tout n'était pas perdu pour le groupe de combat Khalides. À la suite de la victoire impériale sur Sherist, la guerre du Nexus du Paria entra dans une nouvelle phase. L'état-major du groupe de combat reconnut le rôle crucial que jouerait désormais la foi dans leur plan. Le zèle de la Lepta Sororitas, des Black Templars et des innombrables prêcheurs impériaux devaient venir soutenir l'effort de guerre. De son côté, l'Illumineur Xeras était fort intrigué par la résistance des humains face à la matrice nodale anti-immatérielle. Il pensait que les miracles relatés étaient les divagations d'êtres primitifs. Les Nécrons avaient vaincu leur dieu, et il était inconcevable que les divinités des races inférieures puissent simplement être plus résistantes que les Ctanes. Malgré un certain équilibre dans le conflit, les forces impériales n'avaient pas encore pu endommager le moindre pylône. Et comme le groupe de combat devait mobiliser toutes ses ressources pour tenir les légions Nécrons à distance, c'est au Lord Inquisiteur Kyria Draxus qu'il échut de mener à bien cet aspect ésotérique de la guerre. D'après les relevés qui parvinrent à Dame Draxus, elle put établir que 3 mondes avaient été délogés de leur orbite et placés autour d'un immense artefact d'un noir d'encre. Chacun de ces mondes accueillait au moins un pylône, et les récits des survivants fournissaient des détails sur l'intérieur des tombeaux Xénos. Quelle que fût la nature de l'artefact spatial, c'était l'édifice Xéno le plus important rencontré jusque-là, et Draxus entendait bien en découvrir les moindres secrets. À l'insu de tous, parmi les survivants de certaines batailles, l'illuminateur Xeras avait implanté des scarabées d'entrave mentale parmi eux. Il estimait que les champions envoyés par les humains sur Tredica feraient d'excellents sujets pour ces expériences. Son maître attendait d'avoir la confirmation du succès de la matrice nodale. C'est pourquoi il fallait écraser au plus vite toute résistance des vermines humaines. Néanmoins, Xeras avait commis une erreur, car Kyria Draxus avait déjà rencontré des scarabées d'entrave mentale, et elle devina ainsi le piège qui lui était tendu. C'est pourquoi elle avait sélectionné pour son détachement spécial un élément incompréhensible pour les Nécrons, Ephraël Stern, la démonifuge. Lorsque le groupe de combat arriva, en un instant, des milliers de portails Nécrons apparurent et déversèrent leurs fiers guerriers au combat. Au sein d'eux apparut l'illumineur Xeras, et Draxus comprit qui était à l'origine de tous ces malheurs. Alors que certains commandants auraient sans doute perdu pied, Dame Draxus de l'Ordo Xénos mit à profit sa connaissance de la technologie Nécron pour foncer vers un portail. Les Nécrons réagirent sans tarder et endommagèrent plusieurs véhicules, mais la force impériale pressa le pas et atteignit enfin le portail qu'elle recherchait. Couverts par des forces de la Death Watch et des Battle Sisters, une confrérie de technomagos s'empressèrent de débarquer pour soumettre l'esprit de la machine extraterrestre. Xeras exigea des renforts d'une voix sifflante, mais avant que ses troupes puissent submerger les assaillants, les technomagos atteignirent leur objectif, et il eut un éclair d'énergie aveuglant, puis les humains disparurent.
Xerath sombra dans la rage absolue lorsque des décharges explosives posées par la Death Watch détruisirent le portail, empêchant toute poursuite. C'est ainsi que Draxus, Stern et leurs forces se retrouvèrent au cœur du dédale même des Nécrons. Au fur et à mesure de leur progression, ils durent combattre les machines canoptèques qui s'éveillaient afin de défendre les tombeaux. Faisant confiance à l'empereur pour la guider, la démonifuge conduisit le groupe de combat jusqu'à arriver devant une immense machine Nécron, évoquant une stalactite et une stalagmite géante. Entre les deux engins se trouvait un gigantesque humanoïde dont le corps semblait constitué de flammes vivantes, et qui se tordait de douleur en hurlant au milieu d'un réseau crépitant d'énergie vert émeraude. Les prêtres xénarites du Mechanicus repérèrent les cristaux que Draxus cherchait. Et pendant qu'ils s'en emparaient, Ephraed Stern tenait à elle seule la ligne de bataille impériale, son énergie divine désintégrant sans peine les immortels extraterrestres. Mais les Nécrons ne ralentissaient pas pour autant, et à chaque fois qu'un d'eux tombait, deux se relevaient. Et au plus fort du combat, Xerath lui-même fit son apparition à l'arrière des lignes ennemies, entraînant à sa suite tout un arsenal de dangereuses machines de guerre. Alors que les forces des Battle Sisters de la Death Watch diminuaient considérablement, Draxus réussit enfin à s'emparer des cristaux de données. Mais elle comprit rapidement qu'elle avait trop tardé. Les Nécrons se rapprochaient inexorablement, et il ne lui restait qu'une poignée de survivants. Après avoir rapidement examiné ses options, Draxus opta pour la seule solution possible. Elle frappa de toutes ses forces la machine qui retenait l'Octane prisonnier. L'Inquisitrice croyait profiter ainsi du désordre pour battre en retraite, et sa ruse réussit au-delà de toute espérance. Des centaines d'éclairs jaillirent dans toutes les directions lorsque la cage d'Uctane s'effondra, suivie par des gerbes de flammes lorsqu'il s'en prit à ses geôliers. Même Xerath était totalement désorienté, et il semblait avoir totalement oublié les humains pour le moment. Ainsi, Draxus, Stern et Kiganil et les rares survivants en profitèrent pour s'éclipser. Draxus tressaillit quand elle comprit que l'entité sans âge avait posé le regard sur elle. Elle rendit fièrement ce regard Octane, qui leva la main et la pointa du doigt. L'Inquisitrice sentit que son heure avait sonné. Mais au lieu de cela, la réalité sembla vaciller et elle ferma les yeux pour lutter contre la nausée. Elle sentit une immense chaleur intense tourbillonner en lumière aveuglante. Mais quand elle rouvrit les yeux, elle se rendit compte qu'elle était toujours vivante. Qui plus est, à sa grande surprise, l'Inquisitrice et ses alliés survivants avaient été téléportés directement sur le pont de son croiseur en orbite au-dessus de Tredica Ardaxis. Pour une raison inconnue, le Ctan avait sauvé Draxus et ses camarades. Draxus décida de songer aux conséquences ultérieurement. Pour le moment, elle ordonna au détachement spécial de regagner l'Élysée impériale au plus vite. Elle détenait ce qu'elle était venue chercher. Désormais, il fallait en déterminer la valeur. Après plusieurs heures d'efforts, les magos xénarites avaient pu traduire visuellement les représentations du cristal de données. Tandis que les écrans s'allumaient, Draxus reconnut la carte de la galaxie. Les taches rougeâtres représentaient la Grande Faille. Des runes désignaient les mondes de Mars, Stygie 7 et d'autres mondes forges principaux. Mais son regard fut attiré par les glyphes Xénos qui empoisonnaient l'affichage. Un dans le sous-secteur Néphilim, un autre non loin de Vengeance dans la bordure orientale, un autre au nord galactique. Il y en avait un grand nombre, tous très éloignés les uns des autres, mais formant un anneau unique enserrant la galaxie. « Que signifie cet anneau de glyphes » demanda-t-elle d'une voix ferme malgré son inquiétude grandissante. Les Xénarites lui répondirent que la retranscription directe était impossible et qu'ils avaient dû trouver une approximation en haut gothique. Zarek, reine inquisitrice. Les glyphes se réfèrent à une chose appelée Zarek. Draxus fit volte-face et sortit de la salle. Malgré son immense expérience d'inquisitrice, elle sentait en elle monter la panique, et une seule pensée se matérialisa. C'était encore pire que ce qu'elle avait imaginé.